Qui vient s'asseoir aujourd'hui sur le canapé de Destin Lorrain, l'un des magistrats les plus influents, les plus médiatiques de ces 40 dernières années. Figure emblématique de la justice française, il a instruit les affaires les plus marquantes de ces dernières décennies. Un homme de conviction qui n'a jamais hésité à prendre position et bousculer les codes. C'est un Destin Lorrain. Bonjour Gilbert Thiel. Bonjour monsieur. Très heureux de vous recevoir. Quel parcours, quel destin. Je voudrais que l'on commence par votre actualité. Et votre actualité, c'est ce livre qui s'intitule « Femmes criminelles », paru aux éditions Mareuil. Ce sont les histoires des femmes criminelles, d'une cinquantaine de femmes meurtrières, empoisonneuses, tueuses d'enfants, écorcheuses, encore des veuves noires. Pourquoi... N'oubliez pas les éborgneuses. Il y en a d'autres. Pourquoi un livre en particulier sur les femmes meurtrières? Et y a-t-il une différence avec les hommes criminels? Parce que je suis un garçon craintif et comme l'an passé j'avais écrit un bouquin sur les tueurs en série où je ne parlais que d'hommes, je ne voulais pas être accusé de graves manquements à la parité. Donc j'ai tenu à essayer de rendre justice à ces dames qui ont suivi le même chemin qu'un certain nombre d'hommes dont on connaît la violence. Donc j'ai raconté un peu ces histoires et puis quelque part cela apporte un démenti aux organisations féministes radicales qui prétendent que la violence est genrée, que les femmes sont des éternelles victimes, elles le sont parfois, hélas, oui, et que les hommes sont tous des éternels prédateurs. Eh bien non, c'est beaucoup plus compliqué, car il s'agit d'histoires vraies, il s'agit d'empoisonneuses comme la marquise de Brinvilliers, il s'agit de tueuses d'enfants comme Denise Labbé qui va sacrifier son propre sang, selon la formule consacrée aux demandes de son amant, et ce sont des violences qui sont non pas spécifiquement féminines, mais qui démontrent que les femmes sont parfaitement capables, elles aussi, de commettre le pire. On va quand même rappeler que 80% de la population carcérale est composée d'hommes en France. Oui, et d'ailleurs, c'est peut-être une des pistes de réflexion, car si malheureusement les hommes, enfin malheureusement ce serait pas mieux si c'était les femmes, sont sur la première marche du podium du crime et de la violence, ça signifie, là je suis en train de m'égarer dans mes propres, de ce qui me tient lieu de pensée, donc bien évidemment les hommes sont notoirement plus violents statistiquement que les femmes, mais la part des femmes n'est pas du tout résiduelle, et on voit très bien qu'elles sont capables aussi parfois du pire, et qu'elles peuvent donc disputer une place incontestable sur ce podium de l'infamie. Alors évidemment, s'il y a une femme meurtrière qui a marqué votre carrière, c'est Simone Weber, la diabolique de Nancy, comme on l'a surnommée. Était-elle vraiment diabolique? Comme la presse l'a surnommée. Comme la presse, pardon, l'a donc surnommée. Vous allez me demander si elle était vraiment diabolique, donc je vous retourne immédiatement la question, puisque... Ah, c'est pas à moi de répondre, je vous pose la question. Était-elle vraiment diabolique? Bon, je pense que c'est une affaire entre Madame Weber et son ancien amant. La rupture était intervenue quand même 2 ans et demi avant le crime, ce qui n'a pas empêché de harceler véritablement, de surveiller son ex. Et en définitive, des conflits identiques dans la sphère familiale ou quasi-familiale, c'est ni la première ni la dernière fois que cela se présente. Mais par contre, ce qui a donné lieu à la célébrité, en quelque sorte, médiatique de cette affaire, c'est le mode par lequel elle a fait disparaître le corps, et puis c'est son attitude de déni permanent. Sinon, si elle avait dit « j'ai tué mon amant », et puis... Alors, son amant, on va le citer, c'était Bernard Etier, l'affaire remonte à 1985. 22 juin 1985 pour cette disparition, et la rupture entre le couple éphémère entre Bernard, qui avait
été nouée cette relation éphémère entre Bernard Etier et Simone Weber. Ça date de novembre 81 et à l'automne 82, c'était terminé. Et vous serez donc le juge d'instruction pendant 5 ans. Oui. Au total, vous l'avez rencontré combien de fois ? 77 fois. C'est énorme. Je suis payé par la République pour essayer d'instruire mes dossiers. Mais par rapport à d'autres affaires. Oui, mais bon, j'avais quand même une réputation de travailler un peu. Donc, si vous me demandez combien de fois j'ai interrogé Yvan Colonna, je vous dirais au moins 18 fois. Mais sur une période plus... Certains disaient que vous concise. aviez noué une relation particulière avec Simone Weber. Bon, j'ai l'habitude de dire qu'on était comme un vieux couple. Des fois, on se chamaillait pour des conneries. Et puis, parfois, ça allait mieux. Mais il faut toujours conserver présent à l'esprit que la relation entre un interrogateur et une interrogée ou un interrogé est complètement faussée. Alors, il y en a un qui cherche à savoir ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé, moi j'étais pas là, à Maxéville ou au 158 avenue de Strasbourg, lorsque les faits ont été commis, et puis quelqu'un qui essaye de vous cacher la vérité. Alors, quand même, elle vous appelait Mon Poussin. Elle écrivait Mon Poussin lorsqu'elle écrivait à sa sœur, c'est ça ? À sa sœur Madeleine, oui. Moi, ça voulait dire quoi ? Le seul surnom qu'elle m'a donné une fois, c'était un nom d'emprunt, c'était celui de Paul Touvier, de Sinistre Mémoire. Donc, elle n'est pas restée 3 minutes de plus dans mon cabinet. Mais autrement, bon, elle écrivait à Madeleine Weber, « Ah, j'ai vu le Poussin aujourd'hui, il a l'air crevé. » C'est en pleine affaire des fausses factures de Nancy. Donc, je pense qu'il va bientôt mourir. Voilà ce qu'il écrivait, par exemple, Parce à que sa Petit sœur. Poulet, c'est ça ? Poussin parce que petit poulet ou... Ah, ça, je n'ai jamais essayé de m'interroger véritablement sur les raisons pour lesquelles elle m'appelait Mon Poussin, mais peut-être que la réflexion, c'était pour tuer dans l'œuf mes velléités inquisitoriales. Voilà. C'est une bonne analyse. Alors, dans votre livre, vous évoquez également une autre affaire, celle de Laurence Bailly. Oui. Une affaire, alors on va le dire atroce, une mère accusée d'avoir mis le feu à la chambre de ses enfants dans son appartement, ces 2 enfants que l'on retrouvera carbonisés. 3 ans et 18 mois. Une affaire épouvantable. C'est l'affaire qui vous a le plus marqué, c'est ce que vous dites dans le livre. C'est une affaire que vous avez instruite, pareil, dans les mêmes années, en 1985, c'est ça ? Oui, c'est au milieu de la décennie 80. C'était une affaire que je n'avais pas commencée, mais qui avait été ouverte au cabinet d'une de mes collègues, qui était la doyenne des juges d'instruction, qui a quitté ses fonctions à peu près une année après le début de cette affaire. Et elle m'a été attribuée par le nouveau doyen des juges d'instruction que j'étais et que j'étais devenu. Donc, oui, c'est une affaire véritablement abominable parce qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas, par-delà ses explications, puisqu'elle a fini par entrer dans la voie des aveux, on ne sait toujours pas pourquoi elle a fait ça. Ouais. Alors, bien sûr, elle a évoqué quelques difficultés matrimoniales avec son mari, elle a évoqué son niveau de vie assez précaire, mais comme l'a dit Maître Girard, qui était l'avocat du mari donc de la partie civile, lorsqu'il a plaidé devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, il a dit cette affaire est un échec, non pas en termes d'administration des preuves, mais il a dit puisqu'on ne sait pas, puisqu'elle ne veut pas dire pourquoi elle l'a fait. Donc, c'est toutes les limites de l'exercice judiciaire. Oui, mais j'en parle parce que ça montre aussi la dureté de votre profession, les horreurs auxquelles vous êtes confrontés. On n'imagine pas souvent que vous, les professionnels de justice, vous êtes amenés à traiter des affaires aussi épouvantables et que ça vous touche, évidemment. Oui, bien évidemment, on n'est pas fait de... on n'est pas des blocs de glace, et à l'instar des fonctionnaires de police qui, eux, sont confrontés tout de suite à l'horreur absolue du crime, les juges le prennent souvent en second rideau, mais il leur arrive aussi d'aller sur les scènes de crime immédiatement après les faits. Donc, c'est un métier où, effectivement, on est confronté au sang, aux malheurs humains, et j'arrêterai là l'énumération pour ne pas devenir Vous avez été juge pendant 4 décennies, 40 ans, dont 19 années consacrées à la lutte antiterroriste. Premier poste, donc 1er février 1978, au tribunal de grande instance de Nancy. Vous vous souvenez de votre premier jour, vous vous souvenez du premier jour où vous endossez la robe de magistrat ? Oui, c'était un
un jeudi, après la prestation de serment, j'ai mis pour la première fois les pieds dans mon bureau. C'était place de la Carrière. Encore, on était tribunal, les cours d'appel étaient mélangés. Et bon, j'ai pu constater l'ampleur des dégâts, car j'ai hérité d'un cabinet d'instruction dont un certain nombre de procédures dépassaient largement la date de péremption. Et puis, comme c'est un métier où tout le monde est très charitable, tout le monde se montre très charitable vis-à-vis de son voisin, eh bien, dès le vendredi midi, j'ai été affecté à la permanence pendant une semaine. Je récupérais les affaires. Simplement, le samedi et le dimanche, il n'y avait plus personne au tribunal pour éventuellement me donner un conseil. Donc j'ai bien dû me débrouiller. Alors, comment vous est venue cette vocation? Au départ, vous avez fait l'École nationale des impôts. Qu'est-ce qui vous a fait bifurquer vers la magistrature? L'École nationale des impôts vous donne déjà une indication. C'est mon goût pour la répression absolument illimité. Et puis, j'ai été nommé inspecteur des impôts parce que la direction générale des impôts, on est sur la fin des 30 glorieuses, m'avait payé mes études de droit, donc il y avait une contrepartie. Et puis à un moment, je me suis dit que je n'allais pas faire ça toute ma vie. Donc j'ai passé 2 concours, celui de l'École nationale d'administration, je l'ai raté. Et on passe toujours un 2e concours, c'est donc celui de la magistrature, et là je l'ai obtenu. Donc je n'avais pas, contrairement à certains de mes petits camarades, la vocation de juger les autres à l'âge de 12 ans. Moi, à 12 ans, je voulais conduire le camion de pompier ou le fourgon de police, voire le camion poubelle, enfin quelque chose qu'on pouvait bien matérialiser. J'ai eu des collègues qui me disaient qu'ils avaient la vocation de juger les autres dès l'âge de 12 ans. Je mets de côté, bien évidemment, ceux qui agissent par mimétisme familial parce que le papa ou le grand-oncle l'était. Mais autrement, c'est inquiétant. Et pourtant, 13 ans d'instruction à Nancy, 3 ans, 8 mois au parquet général de Metz, et puis en 1994, Paris, vous êtes nommé premier juge d'instruction. C'est l'attentat du RER B à Saint-Michel qui va vous amener à devenir juge antiterroriste, c'est ça ? Oui, je suis nommé à Paris en septembre 1994. Je fais 1 an au service général. Et c'est d'ailleurs ce qui expliquera que par la suite, puisque j'avais le dossier d'un de ces crimes commis au début du mois de juillet 1995, c'est ce qui expliquera ma saisine dans l'affaire du tueur de l'Est parisien Guy Georges. Mais en 1995, le 25 juillet 1995, est commis le premier attentat sur Paris contre le RER B à Saint-Michel. Il y en a d'autres en région lyonnaise, et le garde des Sceaux de l'époque, Jacques Toubon, demande donc à la présidente du tribunal de grande instance de Paris, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, parce que les réformes sémantiques, on en a plein, mais même maintenant sur les bâtiments, donc il lui a demandé de renforcer le pôle antiterroriste de l'instruction à Paris. Ils étaient 3, Jean-Louis Bruguière, Laurence Levert et Jean-François Ricard. Donc j'ai fait le 4e. On est resté à 4 jusqu'en 2003. 4 juges antiterroristes en France à cette époque. Oui. C'était suffisant ? Bien sûr que non, ce n'était pas suffisant. Un jour, j'ai fait une émission avec Thierry Ardisson qui disait « Vous êtes 4 contre tous les terroristes du monde ». Ça le faisait rire. Et pour une fois, il riait à bon escient. On va préciser qu'il y en a 11 aujourd'hui. Il y en a 11, oui. Enfin, il faut dire que la montée des périls n'a fait que s'accentuer depuis, puisque la campagne des attentats de Paris de 1995, au bout de 4 mois, on avait réussi à démanteler, ou en tout cas, à défaut d'arrêter tout le monde, mais à rendre inefficient le réseau des groupes islamiques armés qui étaient venus frapper la France. Vous êtes au cœur du réacteur de la justice, au plus haut niveau. Vous avez traité des... C'est pour ça que je suis irradié, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez dire. Non, pas du tout. Je vais citer les affaires, vous en avez parlé, le bagagiste de Roissy, le préfet Claude Érignac, la traque du tueur de l'Est parisien, Guy Georges, vous en avez parlé. Vous allez être sur les plus grandes affaires. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce rôle particulier ?
Oh, je crois que c'est l'enquête. J'aurais peut-être pu être flic, mais c'est quoi finalement un juge d'instruction? C'est un enquêteur. Alors c'est pas exactement le même travail que les services de police qui sont sur le terrain, mais enfin, quand on dit officier de police judiciaire, ça veut dire la police judiciaire, c'est la police de la justice. Donc on essaye, pour le bien de la société, de mettre hors d'état de nuire des gens qui présentent des dangers potentiels pour elle, et puis surtout de leur faire rendre des comptes pour des forfaits, délits ou crimes qu'ils ont déjà commis. Pourtant, vous êtes un juge atypique. Je reprends l'affaire Guy Georges. Vous allez demander pardon aux familles de 2 victimes. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui ont œuvré dans cette affaire, qu'il s'agisse des policiers ou qu'il s'agisse du juge, puisque je représentais l'institution judiciaire et j'étais le directeur d'enquête, je pense que si on avait été meilleur et surtout si on avait bénéficié d'un fichier automatisé des empreintes génétiques, eh bien il y aurait eu 2 victimes de moins. Magali Sirotti, qui était âgée de 19 ans lorsqu'elle a été assassinée par Guy Georges au mois de septembre 1997, et mademoiselle Estelle Magde, qui en avait 26 lorsqu'elle fut la dernière victime du tueur de l'Est parisien au mois de novembre. Donc après, il faut dire les choses. Vous allez demander pardon. Pardon ? C'est à leur famille que vous allez demander pardon. Bien évidemment, lorsque j'ai présenté le bilan de mon enquête avant la fin de l'instruction, je les ai fait venir, je leur ai expliqué les difficultés qu'on avait rencontrées et je n'ai pas cherché à leur cacher, bien que cela ait pu m'être suggéré ici ou là. Je n'ai pas cherché à dire, mais vous savez, la génétique a fait d'énormes progrès depuis 2 ans, tout ça. Donc je n'ai pas voulu en entendre parler et je leur ai dit ce qui s'était passé et je leur ai demandé pardon. Elles me l'ont accordé. Vous n'avez jamais eu la langue de bois, surtout sur l'état de relâchement de la justice. Je vous cite, vous dites la justice souffre d'une crise de foi. Vous dites ça à cette époque. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Si ça continue, puisque maintenant nous sommes en 2025, je crains que le métier, vu les conditions dans lesquelles il est exercé, soit de moins en moins attractif. Et ce n'est pas le seul. On va pouvoir faire la même constatation dans le domaine des services de police et dans le domaine particulièrement ingrat de l'administration pénitentiaire, parce qu'il ne suffit pas de construire des prisons qu'on ne construit de surcroît pas, encore faut-il des gardiens pour assurer la surveillance et la sécurité et l'entretien des détenus. Alors la police, les syndicats, les politiques, vous n'épargnez personne, mais à votre manière, que je suis toujours. Je n'ai pas dit ça. Et que ça soit injuste, dans vos livres, vos BD, vous avez même fait l'acteur dans une série qui s'appelle Engrenage sur Canal+, où vous incarnez un haut magistrat qui enquiquine un juge d'instruction. Alors ça, il les emmerde, vous pouvez le dire. Ça, c'est un rôle à contre-emploi. Il y avait un message. Mais ça vient d'une expérience professionnelle. Vous savez, j'ai commencé ma carrière où je tiens lieu, à Nancy, avec M. Pierre Estoup, qui était président du tribunal de grande instance de Nancy. Alors, paix à son âme, il est décédé il y a quelque temps, mais qui s'était fait une spécialité pour mettre un certain nombre de bâtons dans les roues à certains, dont j'étais, de ses collaborateurs, enfin subordonnés au sens de position hiérarchique. Et lui, il a connu la notoriété sur le tard lorsqu'il a été l'arbitre du procès Tapie Crédit Lyonnais, du non-procès Tapie Crédit Lyonnais. Alors, vos coups de gueule contre les attaques du pouvoir politique, vos prises de position, vous ont valu d'être mis un peu au placard. Oui, un peu, quelques mois. Comment vous l'avez vécu ? Assez mal, parce que en général, lorsque vous avez foi en ce que vous faites, eh bien, il va sans dire que lorsqu'on vous prive de votre boulot, j'avais d'ailleurs dit à la nouvelle présidente, celle qui avait succédé au président qui m'avait mis au placard, que j'allais m'acheter une chasuble et j'allais pelleter la neige devant le tribunal de grande instance de Paris, boulevard du Palais, et que j'expliquerai aux journalistes qui viendraient forcément me demander quelques explications, que j'étais le balayeur le mieux payé de la ville de Paris, puisqu'on me donnait plus de travail. Alors, on m'en a redonné, mais la série Engrenage
message a été pour moi un moyen d'envoyer quelques messages subliminaux à ma hiérarchie pour qu'elle sache à quel point je l'aimais. En 2003, on vous propose la Légion d'honneur et là, vous la refusez. Pourquoi ? Parce que je pense que les magistrats, en tout cas les juges, donc les magistrats du siège, n'ont pas à être distingués, récompensés, appelez ça comme vous voulez, par le pouvoir politique, qu'il soit de gauche, de droite ou du centre, puisque par définition, ils sont indépendants, et puisque par définition, c'est le pouvoir politique qui attribue les distinctions. Alors, c'est quand même curieux, puisque lorsqu'on va aux audiences, ce qui n'est pas le cas des juges d'instruction la plupart du temps, on met une robe qui est un instrument d'uniformisation. Elle est noire en première instance, elle est rouge aux assises, mais ça veut dire simplement, ce n'est pas monsieur un tel qui vous juge ou qui préside l'audience, c'est un magistrat. Eh bien, sur ces instruments d'uniformisation, la plupart des magistrats, j'ai quand même une certaine expérience des prétoires, eh bien, mettre des signes distinctifs. La Légion d'honneur ou l'ordre du mérite, la bleue ou le rouge, tout ça pour se distinguer. Alors, eh bien, moi, j'ai dit non. Pas de politique. Pourtant, en 2014, lorsque vous avez raccroché la robe, donc Laurent Hénart vous approche pour vous faire venir dans son équipe à la mairie de Nancy, et vous allez accepter un poste d'adjoint à la sécurité. Qu'est-ce qui vous a motivé ? D'adjoint à la sécurité et aux libertés publiques, ça fait plus riche. Non, parce que lorsque j'ai quitté, contraint et forcé la carrière judiciaire, ou ce qui en a tenu lieu pour moi, à l'âge de 66 ans, n'étant jamais parvenu à accéder au grade suprême qui m'aurait permis de rester encore 2 ans de plus, c'est ce qu'on appelle hors hiérarchie, je me suis dit, ma femme ne va pas me supporter si je suis tout le temps là à la maison. Donc, j'ai accepté la proposition de Laurent Hénart en lui précisant bien que c'était pour un seul mandat et j'ai tenu parole. Et il se trouve que c'est un mandat au cours duquel le travail n'a pas manqué, puisque 6 mois après mon intégration, 8 mois après mon intégration dans l'équipe municipale, il y a eu l'affaire de Charlie, et puis après l'affaire du 13 novembre, et puis le 14 juillet 2016, les autres c'était 2015, 2016 à Nice, eh bien il a fallu prendre des dispositions en matière de police municipale, d'armement de la police municipale, et puis il a fallu assurer la sécurité passive de la ville. Donc les affreux plots, là, qui n'avaient pas tellement plu, si j'en crois bien, à l'opposition socialiste d'ailleurs, ils avaient quand même le mérite, en haut de la rue Stanislas et ailleurs, de démontrer que si on n'était pas encore tout à fait à Beyrouth, le péril était là. Et ils y sont toujours, malgré quelques tentatives malheureuses d'avoir voulu les enlever. Alors, ça s'est arrêté en 2020, puisque Laurent Hénart est battu par Mathieu Klein. Alors, mais même s'il avait été élu, je n'aurais plus fait partie de l'équipe municipale. Alors aujourd'hui, vous écrivez beaucoup. Ce que l'on sait moins, c'est que vous êtes un vrai fan du FC Metz, un amour pour ce club qui vous a été transmis. Alors laissez-moi vous dire tout de suite, monsieur, que ceux qui ignorent ça sont de véritables ignorants. Oui, donc, je suis né à Metz, donc je n'ai pas des sincérités successives et je suis resté fidèle au club de ma ville de naissance, comme les Nanciens sont très attachés à la S Nancy-Lorraine. Vous êtes fan de vélo également ? Oui, j'en ai fait pas mal durant ma jeunesse et puis j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les grands champions. Un autre de vos amours, j'allais dire, c'est un coup de foudre que vous avez eu à Clermont-Ferrand lorsque vous assistez pour la première fois à un concert d'un chanteur français. Je vous laisse dire qui et pourquoi ça vous a touché. C'est Georges Brassens. D'abord, je vois que vous n'avez plus très confiance dans ma mémoire, donc vous mettez sa photo à l'écran, donc je crois le reconnaître. Georges Brassens, je l'ai toujours aimé depuis ma prime jeunesse, quand je l'ai entendu. Et plus j'ai avancé en âge, plus je me suis dit que c'était un homme qui avait pour principale qualité, outre son talent de versification, outre le bonheur de voir dans son œil pétiller de la bienveillance, c'est quelqu'un qui n'était pas sectaire. Et par les temps qui courent, croyez-moi, c'est important. C'est quelqu'un qui
en bon anarchiste qu'il était, n'a même pas pu tenir comme secrétaire ou comme rédacteur d'une revue anarchiste, c'était trop de poids. Mais il n'aimait pas les flics, il n'aimait pas les gendarmes, il n'aimait pas les juges, Garogori, mais il a des chansons où il explique qu'un pauvre clochard qui avait trop bu et qui était tout nu dans la rue a été dénoncé par une péripatéticienne, elle qui envoyait chaque nuit une dizaine. Et puis, c'est le flic qu'il a souvent vilipendé dans ses chansons, qui est le brave, il lui couvrit le dos avec sa pèlerine. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le sectarisme des partis politiques, des gens ou des religions, on est chez quelqu'un qui aime les hommes et qui fait la part du feu. Franc-parler, humour, c'est quelqu'un finalement qui vous ressemble. Et je vous propose qu'on termine par Garogori. Mais parfaitement, ça vous plaît? Oui, j'adore. Merci Gilbert Thiel. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Femme criminelle aux éditions Mareuil. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre destin. Laurent, on se quitte avec Georges Brassens. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Garogori. Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant ne sait pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage.